Son nom commence par un T, son prénom commence par un S. Il a un prix Renaudot. Bah voilà en gros ce qui m'a empêché d'aimer le docu le plus vu en France en 2021. Hey salut, ça va? Aujourd'hui on parle de La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et de Vincent Munier. Alors c'est le César du meilleur documentaire, c'est pas n'importe quel film non plus. Ouais, bah on est deux grands timides. Hein. C'est un très beau film. Et il y a quand même un truc qui, malgré tout, m'a sacrément agacé. Faut quand même savoir que de ce projet, et surtout de ce voyage, est aussi sorti un bouquin, celui de Sylvain Tesson. Et ça tombe très bien, parce que justement, le truc qui m'agace, bah c'est lui. C'est Sylvain. Oui, bonjour, c'est Sylvain. Non, pas celui-là, l'autre. Alors en soi, ça devrait pas être un problème. Mais en fait, un peu quand même. Avant de m'attaquer à tout ça, je veux quand même être très clair sur un point. Le film est beau. Dans tous les sens du terme. Vous commencez à me connaître, j'ai souvent un avis un peu raide sur la photographie des docus, et ben là j'ai aussi des trucs à dire. Alors attention, je suis pas grincheux pour le principe d'être grincheux, j'ai juste des attentes quand le film est fait par un photographe. Et j'ai encore plus d'attentes quand ce photographe s'appelle Vincent Munier. C'est-à-dire le mec qui est capable de faire des photos comme ça, ou comme ça, ou même comme ça, qui est complètement fou. C'est rare, c'est radical, c'est extrêmement beau. Nice. Donc je vais commencer par l'image. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que se cache ma première déception, dans la forme. Surprise, motherfucker! Visuellement, La Panthère des Neiges, c'est pas banal. La géographie est dingue, la météo aussi. Munier est un des plus grands photographes animaliers vivants. Et ça se voit, enfin parfois, mais pas assez à mon avis. La lumière sur les hauts plateaux tibétains, les bêtes qui surgissent du décor comme si le décor lui-même les avait fabriquées, l'attente, le grain du froid, tout est là, on va pas renier les choses. Je vais passer pour un mec pénible, c'est pas grave. Mais il y avait tellement plus de choses faisables, plus de cinéma, plus de cadres, plus d'ambiance. Le premier plan du film, c'est un exemple de réussite. Il y a de la curiosité, on a de l'élégance, il y a un cadre, il y a un tempo, c'est parfait. Pourquoi on n'en a pas plus dans le reste du film? Je sais pas. Le plan est d'ailleurs un des rares plans de tout le film qui me restera en tête. Il est dans ma bibliothèque des moments de cinéma. Sauf que ça suffit pas. Ok. Dans le film, cette beauté, cette esthétique, elle est extrêmement sage. Elle est trop sage. C'est une esthétique naturaliste. Je comprends le principe, au sens premier. On est là pour montrer la nature, telle qu'elle est. On la sublime un peu, mais on la transforme pas. Je comprends, encore une fois. Évidemment, l'exercice est très intéressant. Et je le respecte sincèrement. C'est une vision, mais c'est pas celle des photos de Munier. Il pousse le naturalisme au maximum de ce qui est possible, jusqu'à toucher le minimalisme et parfois l'abstraction. Et le truc, c'est que Vincent, il m'a habitué à cette excellence esthétique. Je m'attendais à une mise en mouvement du même calibre, et on en est quand même assez loin. Je sais pas si c'est très clair comme différence, mais où est le cinéma? La photo animalière, elle va capturer le réel au moment parfait. L'exercice est extrêmement précis, il prend le temps pour réussir. Le cinéma, lui, il peut déformer, il peut abstraire. Il peut basculer dans quelque chose de beaucoup plus mental, de plus subjectif. J'aurais aimé un film qui me fasse sentir la montagne plutôt qu'un film qui me la montre. C'est joli, oui c'est joli, mais c'est pas au niveau d'un Vincent Munier. Et surtout, c'est rarement du cinéma. Les sensations, les émotions, elles sont beaucoup trop rares. Et elles sont trop liées au but principal de la quête du film, pas dans son ensemble. Une image moins neutre, plus travaillée, plus radicale, qui assume de quitter le documentaire animalier pour en devenir une expérience, ça aurait peut-être transformé le film en un chef-d'œuvre. Alors attention, ça a gagné plein de choses, ça a été vu par des millions de personnes. Je fais le grincheux. C'est un reproche sur un objet qui est déjà de qualité. C'est pas une discussion sur des erreurs grossières, mais plutôt sur le niveau d'attente que j'avais et qui n'a pas été comblé. Ok, c'est mon problème. Le film est cohérent avec ce qu'il veut être. Et moi, je rêvais d'un cran de plus dans l'audace formelle. Et ce petit manque, il est lié à tout le reste. On va pas s'arrêter uniquement à l'esthétique. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est beau. La question, qu'est-ce que c'est comme film? Et c'est là que je veux être honnête, parce que ça va un petit peu piquer. La Panthère des Neiges, on l'a vendu comme une aventure, une quête. 2 hommes sur le toit du monde, un animal quasiment invisible. Sur le papier, c'est un peu Moby Dick dans les montagnes contre un mec avec un appareil photo. Ouais, je sais, c'est un peu dur dit comme ça, mais en vrai, on en est quand même pas très loin. Sauf que c'est pas ça que j'ai vu non plus. J'ai surtout l'impression de voir un long et bel épisode de Rendez-vous en terre inconnue. Une personnalité connue, Sylvain, qu'on prend par la main, qu'on emmène dans un ailleurs, et dont on filme l'émerveillement pour qu'on s'émerveille à travers elle. Le dispositif, c'est exactement le même. Sylvain Tesson, c'est toi au cinéma. Ou toi devant la télé. C'est moi quand j'arrête d'analyser ce que je vois. C'est le spectateur, le grand public. Je sais pas comment s'est passée la genèse de ce projet, j'extrapole un peu, c'est évident. J'ai peut-être tort, mais ça serait tout à fait plausible.
Dans tous les cas, ça change la nature de ce que tu regardes. C'est pas une aventure, c'est une visite guidée. Une très belle visite guidée dans des endroits somptueux, mais ça reste une visite guidée. Et une fois que t'as vu ça, le film, il perd de sa superbe. Alors maintenant qu'on y est, parlons de Sylvain Tesson. Je vais dire les choses un peu calmement parce que j'ai rien contre l'homme. J'ai lu certains de ses bouquins, j'en ai apprécié même quelques-uns. L'écrivain est là, je me permettrai pas du tout d'en douter. Mais son personnage dans le film, son personnage de cinéma documentaire, m'a pourri le film. C'est pas bien là. Il m'a agacé à sa deuxième apparition, dès qu'il part marcher. Donc en gros, du début à la fin. Tu feras gaffe avec tes bâtons de pas faire trop de bruit en montant. Avec tes bâtons là, pardon, ouais, c'est vrai. De pas appuyer trop fort. Tesson dans La Panthère des Neiges, c'est le gaffeur, c'est le maladroit. Celui qui parle quand il faudrait se taire, qui bouge quand il faudrait rester immobile, qui ramène un peu trop souvent la conversation à lui-même, sauf que là on est dans la montagne, en altitude, dans le froid, le vent, dans le sublime de la nature de l'Est du Tibet. Le montage est honnête sur lui, on va pas enlever ça, c'est presque le problème. On comprend qu'il est là par curiosité, mais que sa curiosité, elle joue pas dans la même cour que celle de Vincent Munier. Moi, je vais mettre mes chaussettes chauffantes. Le montage joue avec ça. Il faut pas oublier qu'un film, c'est une accumulation de choix, c'est une accumulation de scènes découpées, puis recollées dans un ordre ou un autre. Et tout ça, ça permet d'avoir une narration qui est choisie. Munier attendrait 3 semaines dans le froid pour une bête. C'est évident, il le dit. Tesson, lui, tu sens qu'au bout de 2 jours, si c'est pas moins, il a bien envie d'un petit thé, il a déjà écrit 1 page sur la situation. Honnêtement, je suis client, mais pas dans ce film, pas dans cette ambiance où le fanatisme de Munier pour la nature est si beau à voir. Tu restes immobile, tout seul à scroter des rochers. Tu dois finir par mouliner sévère du ciboulot quand même. Tesson, c'est pas vraiment un sidekick. Un sidekick, ça sert le héros dans les situations compliquées. Moi j'irai en prison, sale pingouin de malheur, et vous n'êtes pas prêt d'en sortir. Il permet de mettre en avant la faiblesse du héros et son humanité. Lui, c'est plus un petit boulet. Un boulet sympa, qui fait marrer. Il m'a fait sortir de certaines situations où j'étais bien, moi, avec Munier aux commandes, en guide, tout là-haut dans un Tibet que je connais pas, et que je voulais pas du tout quitter. Mais c'est là que je dois enlever un peu ma casquette de spectateur frustré pour mettre celle du mec qui sait à peu près comment se fabrique un film documentaire. Tesson est là pour une raison, et c'est une bonne raison du point de vue de la production. Il est là pour servir de relais, de porte d'entrée. C'est la star que t'as déjà vue, ou dont au moins tu connais le nom. C'est le garant de vendre le film en télé et de faire des entrées supplémentaires au cinéma. Et ça, c'est pas un crime, c'est même plutôt malin. C'est entre autres choses le job du producteur de proposer ça. Ça fait partie de la stratégie de production d'un film documentaire. C'est un peu la même chose que le comédien populaire qui va faire une voix dans un film d'animation. T'as une personnalité connue pour faire la voix off d'un docu qui se veut populaire. Munier tout seul, c'est un film qui parle à 10 000 passionnés, à ceux qui connaissent et qui aiment les photos sublimes d'un renard le cul dans la neige. Munier plus Tesson, c'est un film qui parle à la France entière, qui finit au cinéma, qui rafle un César, qui ramène des gens vers la nature et vers le documentaire de nature, et vers l'animalier. Tesson, c'est le ticket d'entrée. C'est le nom qui aide le producteur délégué à rassurer des copains pour monter une coprod et arriver à financer le film. C'est le nom qui sera sur l'affiche pour faire venir le mec qui connaît pas forcément Munier, mais qui a vu Tesson à la télé. En gros, le film va pouvoir exister. Faire un film, c'est complexe. Je le répète assez souvent ici, et objectivement, Tesson sert le film. Pas comme je le voudrais, mais sans lui, La Panthère des Neiges serait toujours inconnue des 630 000 Français qui l'ont vu à poil au cinéma. La Panthère, pas les spectateurs. Pour moi, en tant que spectateur, Tesson casse le film. Et c'est exactement cette tension qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Les deux sont vrais en même temps. Parce que pendant tout le film, j'en fabriquais un autre dans ma tête. Et il n'y avait pas Sylvain dans le film. Alors attention, ceci est réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. On va prendre le temps de visualiser, imaginer, Munier seul. Pas de voix qui commente, pas de personnalité à rassurer, pas de quête à humaniser pour le grand public. Juste un homme, son obsession absolue. Le mec est peu bavard. C'est un type capable de rester immobile des heures dans un froid qui te brûle les poumons parce que quelque part dans le décor, là-bas, ou je sais pas trop où, peut-être, il y a une panthère qui le regarde déjà. Ou un chat des hautes steppes de je sais pas trop quoi là, le petit chat trop mignon. Ou même autre chose, ou un ragondin furtif du Nebraska qui s'est échappé beaucoup trop loin. Enfin, t'as l'idée d'un petit animal mignon qui est caché dans le décor. Ce qui m'a bouleversé complètement chez Munier, c'est ce que le film effleure sans jamais oser plonger dedans. Sa passion dépasse la passion. C'est même plus du loisir, c'est même plus un métier, c'est un sacerdoce. La nature en divinité absolue. Un dévouement aux bêtes qui touche au mysticisme, une patience qui s'apparente à de l'amour, et une humilité totale face au vivant. Mon plus grand rêve serait d'être invisible.
On essaye tant bien que mal d'être camouflé, mais on n'y arrive pas. Cet homme-là n'a pas besoin d'un écrivain vedette, aussi bon soit-il, à côté de lui pour être intéressant. C'est lui le sujet. Il est le film, la nature et sa raison d'être. Ce film fantasmé, je l'ai vu en parallèle de celui qui existe. Plus pur, plus radical, plus silencieux. Un film qui aurait fait corps avec l'esthétique audacieuse dont je te parlais au début, parce qu'un homme seul face à l'invisible, ça appelle du cinéma, ça appelle de l'abstraction, du sensoriel, de l'attention pure et de l'attente. C'est pas un cinéma de la conversation, et encore moins une tentative de démonstration. Je sais que ce film-là aurait sûrement pas pu être financé. Il aurait peut-être jamais pu voir le jour, et il aurait jamais eu de César. Par contre, il aurait tout gagné dans les festivals de nature, de voyage, d'aventure. Ce film aurait fait quelques entrées si jamais il avait réussi à aller au cinéma, parce qu'en France, on aime bien les films avec des hommes et des animaux. On a eu l'histoire des pingouins amoureux, là, qui galèrent et qui écoutent de la super musique d'Émilie Simon, La Marche de l'Empereur. On a eu le peuple migrateur. Le film que je fantasme est celui qui aurait pas existé pour le grand public. Et puis il y a un dernier truc, qui est un peu plus technique, qui m'a totalement sorti du film. Et je crois que c'est pas un hasard non plus. Pendant le visionnage, j'ai senti 2 voyages. Pas un seul. Le film te raconte une expédition, une continuité, un grand mouvement vers la panthère, mais quelque chose dans le rythme, dans les raccords, dans la logique des séquences, moi ça m'a un peu trahi que c'était pas si linéaire. On sent des coutures. Tu sens que ce qu'on te présente comme un seul périple a probablement été plusieurs. Recomposés au montage, en une histoire très propre et très bien faite. J'étais pas sur le tournage, je vais pas affirmer des choses que je sais pas, c'est juste une sensation de spectateur. Et c'est peut-être une anecdote totalement sans importance au vu de la production. Mais l'important, c'est pas la vérité du planning. C'est pas du tout un problème, c'est banal de revenir filmer en plusieurs fois sur les mêmes lieux. C'est du documentaire classique, on force pas le réel, il manque des choses, on revient. C'est le manque de transparence, ou en tout cas le manque de clarification rapide dans le film qui m'a suffisamment perturbé pour me sortir un petit peu des montagnes tibétaines qui sont quand même sacrément jolies. Parce que c'est ça que fait le montage sur un film comme ça. Il sert l'histoire. Il fabrique une aventure lisible, avec un début, une montée, un Sylvain Tesson, une récompense, à partir d'une réalité qui est sûrement beaucoup plus chaotique, beaucoup plus lente, qui a été faite de jours vides, sûrement d'attentes, de fausses pistes. Enfin, c'est normal. Et ici, le travail de montage pousse toujours dans la même direction, vers le grand public, vers le confort, vers le récit rassurant. La même logique qui a mis Tesson sur l'affiche, c'est celle qui recoue 2 voyages en un seul. C'est cohérent, mais pour moi, ça se voit. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Mon avis, au fond, c'est pas Tesson c'est nul, ou le film est raté. Le film est beau, on découvre un homme, pas Tesson. Un univers et des bestioles à l'odorat bien trop développés pour qu'on ose s'y aventurer. Mais surtout, ce documentaire, il a réussi un truc vraiment pas simple. Il a ouvert le documentaire animalier à des gens qui l'auraient jamais regardé. Ça, en tant que mec qui aime le documentaire, je peux que dire bravo. C'est une ouverture du genre. C'est rare. Et c'est beau. Une question que pose ce film est beaucoup plus large que lui. La question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut accepter de diluer une œuvre pour qu'elle existe ? C'est du point de vue de la production et de la réalisation, et de la distribution. Combien de pureté on échange pour que le film puisse exister ? Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute un petit Tesson sur une affiche, les spectateurs nouveaux viennent, quand on recoue 2 voyages en un sans le mentionner, qu'on choisit la belle image stressage plutôt que le geste esthétique absolu radical, on gagne un peu plus de public, mais on perd un peu de cinéma, on perd un peu d'âme. Il n'y a pas de bonne réponse, et j'ai pas du tout la prétention d'en donner une. Mais en tout cas, il y a comme un curseur, et à chaque réalisateur et producteur, de le placer là où ils peuvent, ou là où ils veulent. La Panthère des Neiges a placé son curseur du côté du grand public. Je comprends. Je le partage pas tout à fait, mais je comprends. C'est exactement pour ça que j'en parle ici depuis 13 minutes. Pas parce qu'il est raté, mais parce qu'à 2 ou 3 choses près, il aurait pu être bouleversant. Dis-moi en commentaire si tu fais partie de l'équipe des Sylvain Tesson, ou de ceux qui préféraient simplement qu'il soit pas dans le film. Parce que je suis prêt à parier que ce film, il sépare son public absolument en 2 parties. Et ça m'intéresse franchement de savoir de quel côté vous vous rangez. Et puis au passage, abonne-toi. Ici on parle de documentaire avec passion, sérieusement, mais sans trop se prendre la tête, enfin j'essaye. Il n'y a pas de titre putaclic, pas d'astuce miracle, j'ai toujours pas de lutte à vendre, et j'ai pas d'avis totalement fabriqué pour plaire à tout le monde. Si c'est le genre de bordel qui te manquait sur YouTube sur du documentaire, t'es au bon endroit. Viens, abonne-toi, laisse des commentaires, partage, ça m'aide à continuer ce truc que personne m'a jamais demandé de faire, et qui prend énormément de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et la suite, tout bientôt. Allez, ciao. Oh, qu'il fait chaud.